J'écouterai beaucoup plus mon instinct. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est une règle. J'avais un tableau Excel où j'avais mis tous ceux que j'avais contactés, à la date à laquelle je les avais contactés, et jusqu'à ce qu'ils répondent et qu'ils fassent l'action, je les relançais. Si je devais en choisir un, je prendrais Sir Edmund Hillary. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le premier alpiniste à avoir gravi l'Everest. Alors, le premier client, c'est assez marrant parce que je l'ai vu plusieurs fois et puis il n'arrivait jamais à se décider. Et puis, au final... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. Ils sont entrepreneurs, avocats, chargés de valorisation, mais bien plus encore, et ce sont eux qui tous les jours construisent l'écosystème Health Tech français. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Ces échanges seront aussi l'occasion d'obtenir des conseils concrets, des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce bel écosystème. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Bonjour Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Et donc pour commencer, une première question, la question classique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours avant d'avoir lancé Doc2Me ? Avec plaisir, en tout cas bonjour Mériadec et merci pour cette invitation. Toujours ravie de pouvoir échanger sur des sujets comme ça. Et donc pour parler de mon parcours, moi j'ai un parcours on va dire un peu atypique pour le coup puisque j'ai fait un bac littéraire et puis après fac et école de commerce. Et puis j'ai démarré chez L'Oréal en lancement de produits parce que j'avais fait une dominante plutôt marketing et finance. Et donc, lancement de produits chez L'Oréal. Après, je suis passée dans l'événementiel sportif chez GL Events. Donc là, c'était vraiment du développement de compte, mais aussi un peu de terrain en tant que chef de projet. Et donc, du coup, ça changeait complètement de mon ancien environnement. Et enfin, j'ai terminé, on va dire, ma carrière dans des grands groupes chez Ernst & Young, où là, je m'occupais notamment de faire du développement de compte également en banque mais surtout de l'analyse de profitabilité. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer après dans l'entrepreneuriat, juste avant de parler de Doc2Me ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? En fait, moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. D'accord. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un gène de l'entrepreneuriat ? C'est une question que j'aime bien poser pour savoir s'il y a un profil type. Je pense pas qu'il y ait un profil type, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, moi, je me souviens très bien de discussions au quotidien de toute la famille, en fait, autour de problématiques dans l'entreprise, etc., en essayant de trouver une solution, tout le monde qui participait. Et en fait, ça faisait partie de notre vie du quotidien. Donc, au final, je pense que c'est plus l'énergie insufflée à son entourage qui fait que ça crée, en tout cas, des prédispositions. Oui, complètement. Je pense que c'est sûr, quand tu es baigné dedans, forcément, tu as envie de te lancer toi aussi. Et donc, du coup, on en vient au point crucial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans Doc2Me particulièrement ? Quel est le déclencheur, d'ailleurs, s'il y en a un ? Ou est-ce que c'est plutôt un processus linéaire ? Des fois, c'est un peu l'un ou l'autre. Non, alors en fait, moi, j'avais réfléchi à d'autres idées de projets avant Doc2Me. Et du coup, j'étais pas allée plus loin que le PowerPoint parce que les business models n'étaient pas viables. Et puis, en fait, première grossesse, mon médecin qui n'était pas disponible et du coup, j'ai dû m'orienter au hasard. Et donc, je suis allée chez un médecin et très mauvaise expérience. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même dingue qu'on ne soit pas en capacité, à l'heure où tout est quand même très digitalisé, de pouvoir orienter les gens de manière correcte. C'est pas le bon terme, mais en tout cas qui correspondent à leurs attentes. Et donc c'est comme ça que la première idée de Doc2Me est née et qu'au final j'ai profité de mon congé maternité pour me lancer, réfléchir au business model, challenger mes proches,
challenger des gens du milieu pour véritablement m'assurer, en tout cas, que ce à quoi j'étais en train de réfléchir allait dans la bonne voie. Et puis après, j'en suis passée par tous les processus, enfin stades, études de marché, etc., avant de valider tout ça. Donc on voit bien l'état d'esprit entrepreneurial, parce que faire entreprendre pendant qu'on est dans la grossesse, c'est vraiment 2 gros projets en même temps. On va dire ça comme ça. Un sacré défi. Et donc à propos de ton équipe, vous êtes combien? Est-ce que tu as des cofondateurs ou est-ce que tu es solopreneur, ce qui est encore plus rare? Alors du coup, justement, moi, ça a été un peu ce que j'ai toujours cherché à combler, le fait que je sois solopreneur. Ça m'a toujours un peu posé problème dans l'aventure. Pourquoi? Parce qu'au final, j'ai essayé d'onboarder des gens très rapidement, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plutôt des profils de salariés et qui n'avaient pas forcément envie de partager une vision, une stratégie et de s'impliquer plus dans la boîte. Mais bonne nouvelle, j'ai trouvé mon co-fondeur. Ok. Donc ça, c'est chouette, récemment. Donc c'est Benjamin qui, lui, a plutôt la partie tech, parce que, enfin, il est tech de formation. Et donc c'était important aussi pour moi, parce que pour le coup, être une boîte tech sans avoir de co-fondeur tech, c'était, on va dire, un petit peu compliqué. Donc effectivement, je portais tous les sujets tech depuis le début. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour t'expliquer, on est 8 avec des profils beaucoup sur la data et la partie technique. Et puis après, le reste de l'équipe, c'est sur la partie marketing et communication. Et là, les filles travaillent beaucoup tout ce qui est acquisition, notoriété, etc. D'accord. Bah, tu me fais penser justement à ce point-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre dans la santé, entreprendre dans la e-santé, mais sans forcément avoir de compétences tech initiales. Donc comment tu as fait au début, sachant que c'est vrai que Doc2Me, enfin, du moins aujourd'hui, ça repose quand même sur un système de plateforme, donc il faut la construire, etc. Donc comment tu as fait au début? Est-ce que peut-être c'était un petit peu différent? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, alors en fait, au début, j'y connaissais rien, très concrètement, hein. Alors après, j'étais une digital addict, mais derrière ça, voilà, j'y connaissais rien. Donc, comment j'ai démarré? J'ai démarré en passant par une agence. Donc, j'ai externalisé. Et je me suis vite rendu compte que, au final, j'apportais des solutions à l'agence, alors qu'au final, ça aurait dû être eux qui devaient m'en apporter quand il y avait des interrogations. Donc déjà, je me disais bon, mais surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais être autonome et être réactive, il fallait que j'internalise. Donc du coup, j'ai internalisé très rapidement une ressource tech, et au final, j'ai fini par me plonger dedans naturellement. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis quelqu'un de très analytique et j'ai besoin de comprendre les choses. Donc, à chaque fois qu'il y avait, on va dire, une problématique, je pose des questions, en tout cas, j'essaie de comprendre, j'essaie de travailler avec la personne pour trouver une solution. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que nous, tout repose sur de la data et on va dire un annuaire de professionnels de santé. Et donc, du coup, j'ai vraiment mis le nez dedans très rapidement. Donc, on va dire que je suis l'asset de la boîte. Même s'il y a des gens qui passent, au final, je suis toujours la personne qui peut expliquer et qui connaît le mieux et maîtrise le mieux la base de données. D'accord, ok. Donc on voit bien, oui, t'as pris une casquette différente de ce que tu faisais avant. Mm. Et une autre question que j'aime bien poser, c'est quelle est la toute première chose que tu as fait quand tu as décidé de lancer Doc2Me? La première chose que j'ai fait, en tout cas, j'en ai parlé autour de moi. Alors, la question, juste pour bien comprendre et bien répondre, c'est quand j'ai eu l'idée de me lancer ou une fois que le site était lancé et... Je dirais quand tu as eu l'idée. Quand tu as eu l'idée. Je sais qu'il y en a, ils vont poser leurs idées sur un PowerPoint, donc notamment, je pense à l'épisode 12 que j'ai fait avec Florence Herry. Il y en a d'autres qui vont, comme toi, aller parler à des gens. Il y en a qui vont directement mettre les mains dans le cambouis. Donc c'est un peu, oui, savoir ce que tu as fait. Et puis peut-être la première grosse action que tu as fait après avoir parlé à tes proches. Alors, moi, la première, on va dire, action quand je me suis dit que j'allais lancer Doc2Me, que j'ai eu l'idée, j'ai pris des personnes soit du milieu de confiance et des gens qui étaient dans un environnement totalement externe pour leur en parler et voir quels étaient leurs retours. Déjà, pour en tout cas, entre guillemets, valider mon étude de marché. Et en parallèle, j'en ai parlé à mon mari, parce que pour moi, c'était une expérience de couple aussi. Donc, c'était important d'avoir, en tout cas, son accord pour que je me lance, entre guillemets, dans l'aventure.
Ça, c'était les 2 premières choses, on va dire. Et ensuite, quand le site était en ligne et que j'ai appuyé sur, entre guillemets, le bouton où on se dit: «Ça y est, on met tout en ligne». Ouais, c'est parti. La première chose que j'ai fait, en fait, j'avais fait un tableau Excel avec un mail où j'envoyais à tous mes proches et pour qu'en fait, pour leur présenter, donc en détail le projet, qu'ils m'aident en tout cas à construire, le premier outil et donc à me permettre de collecter les premières données, mais surtout qu'ils puissent faire un buzz autour d'eux et qu'ils puissent du coup parrainer leurs amis et du coup par capillarité que le trafic, le système prenne. Et Grossisse. ouais, exactement. Et je sais que les pauvres, j'avais un tableau Excel où j'avais mis tous ceux que j'avais contactés à la date à laquelle je les avais contactés et jusqu'à ce qu'ils répondent et qu'ils fassent l'action, je les relançais. Ok, ouais, ça c'est vraiment de la démarche entrepreneuriale à 200%. Ouais, carrément. Donc c'était assez drôle. Donc je pense qu'il y en a qui m'ont maudit et qui au final ont fini par craquer et à se dire OK, c'est bon, je participe. Tu me fais penser à une autre question que j'avais pas prévue, mais je viens de lire récemment The Mom Test de Rob Fitzpatrick. Donc ça permet Mhm. de mieux poser des questions justement pour en sortir des insights et puis pas se retrouver avec des réponses biaisées. Comment tu as fait justement pour, entre guillemets, éviter le oui, en effet, ton idée elle est géniale de tes proches? Parce que c'est des fois un petit peu le risque, l'honnêteté, on va dire, des proches. Est-ce que tu as une astuce? Est-ce que tu as un truc pour prendre du recul par rapport à ça et essayer d'en retirer une vraie valeur? Pour le coup, les personnes que j'avais sélectionnées étaient des personnes en qui j'avais une totale confiance et je savais qu'elles me diraient les choses franchement. Donc j'ai pas eu justement cet écueil où au final je savais qu'en les sollicitant, elles me diraient oui, mais enfin voilà, elles me donneraient vraiment les 2 aspects et me permettraient justement de faire grandir le projet. D'accord, ok. Je vois très bien l'intérêt et puis surtout comment c'est fait. Parce que des fois, c'est pour ça que ça s'appelle The Mom Test, c'est quand on demande à sa maman, elle va nous dire ah oui, c'est génial. Ouais, ouais. Sauf qu'en fait, bon, il n'y a pas forcément de possibilités derrière. Non, tout à fait. Donc j'avais passé là sur quelques petites questions justement sur Doc2Me. Et déjà, est-ce que tu as peut-être des chiffres sur l'observance thérapeutique via son praticien et peut-être la différence quand on a un praticien de confiance? Oui, alors on s'est rendu compte que de manière assez naturelle, et c'est en tout cas couplé par des études. À l'époque, j'avais lu que c'était la faculté de médecine de Harvard qui avait mené des études par rapport à ça, quand on a un praticien de confiance, justement, on est plus à même à suivre son traitement et donc il y a une baisse des symptômes, il y a un meilleur comportement vis-à-vis de la maladie, etc., etc. Et effectivement, on le voit, en tout cas quand on analyse les utilisateurs, c'est que quand ils trouvent un praticien qui est recommandé par quelqu'un de leur entourage, il faut que ce soit vraiment quelqu'un de leur entourage, quand le tiers de confiance est clairement identifié, ils se placent automatiquement en situation de confiance vis-à-vis du praticien. Et donc, de facto, il va y avoir une meilleure observance thérapeutique. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant de savoir ça. Et quel a été le défi le plus important auquel vous avez fait face quand vous avez lancé Doc2Me avec ton équipe? Le défi le plus important, c'est notamment le premier client. D'accord, ok, j'allais y venir là-dessus, Ah, sur cette question de business model peut-être, parce que je pense que ça intrigue tout le ouais. monde. Ouais, complètement. Mais donc, non, non, enfin, très concrètement, on a son idée, on a une idée du business model et quand on démarre, il y a forcément des choses qu'on n'avait pas anticipées et qui sont totalement différentes. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le premier client a été le plus dur et le défi contre lequel je me battais entre guillemets tous les jours, parce que il faut arriver à convaincre et que le client n'a pas forcément envie d'être le premier, il a toujours envie d'être plutôt le suiveur que le leader. Mais donc du coup ça a été intéressant. Et donc, ouais, donc sur le business model, comment ça fonctionne? Je sais pas si. Ah oui, sur le business model, pardon. Oui, oui, carrément. Aujourd'hui, la façon dont ça fonctionne, c'est que on a on va dire qu'on a un hub de data qui est enrichi à travers les retours qu'on peut avoir des utilisateurs, à travers les professionnels de santé qui s'inscrivent directement sur la plateforme. Et en fait, tout ce hub de data va nous permettre de créer des parcours personnalisés dans l'accompagnement, dans le parcours de soins.
Et donc, derrière, c'est ces parcours qu'on va aller monétiser en B2B. Ça peut être auprès d'acteurs type des assureurs, des complémentaires de santé, etc. Et puis, quand on travaille pour eux, généralement, on peut aller jusqu'au calcul du montant du reste à charge aussi pour l'adhérent. Ok, donc ça c'est vrai que ouais, je connaissais pas du tout cette partie-là de Doc2Me. Et bah, justement, tu parlais de ce premier client, et je pense que c'est un peu le défi ultime auquel doit faire face tout entrepreneur. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui lui a fait justement sauter le pas? Qu'est-ce qui a été le petit plus pour le convaincre de vous d'embarquer avec vous? Alors le premier client, c'est assez marrant parce que je l'ai vu plusieurs fois et puis il n'arrivait jamais à se décider. Et puis au final, c'est un acteur tiers de la e-santé qui lui a parlé de moi et qui a dit: je pense que Doc2Me sera la meilleure personne pour faire ce projet. Et donc du coup, il m'a recontacté, il m'a dit: voilà ce dont on a besoin, on fait un test. On a fait un test, c'était juste avant Noël. Le test a été concluant et du coup, on s'est lancé et du coup, on est encore avec eux aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est peut-être une question que je t'ai pas posée. Il y a combien de personnes qui utilisent Doc2Me aujourd'hui et combien de praticiens qui sont référencés sur la plateforme? Alors, aujourd'hui, on a plus de 150 000 utilisateurs par mois sur la Ah, plateforme. par mois quand même. Ah oui. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une récurrence de plus de 30%. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent la première fois pour trouver un praticien ou prendre en tout cas des informations, mais après, ils reviennent pour partager une expérience suite à leur rendez-vous ou alors pour créer leur communauté, etc. D'accord. Parce que j'ai fait mon petit test aussi, je suis allé créer mon compte sur Doc2Me, je suis allé voir comment ça fonctionnait, évidemment, pour bien préparer cette interview. Et j'ai observé aussi que vous aviez une approche uniquement positive. Pourquoi ce choix? Sachant que on sait évidemment que des fois, les gens, ils apportent beaucoup d'importance aux commentaires négatifs. Donc, Exactement. En fait, ça fait partie de la problématique que j'ai rencontrée quand j'étais enceinte où, justement, j'ai passé énormément de temps à choisir le praticien et au final, je m'apercevais qu'il y avait que des commentaires négatifs et je me dis: «Mais en fait, ça m'apporte quoi? Rien. Moi, ce que je veux, c'est un médecin, entre guillemets, qui me corresponde» et donc du coup, je me suis dit: «En fait, on ne veut pas savoir si le médecin est bon ou mauvais. Ce qu'on veut, c'est savoir s'il me correspond à moi spécifiquement». Et donc, je me suis dit: «Ça sert à rien de faire la liste noire des médecins, c'est pas l'ambition. Donc, ça ne fait pas partie des valeurs de Doc2Me. Moi, l'ambition, c'était vraiment de dire: OK, j'ai un problème, j'ai besoin de trouver le praticien qui me correspond». Et donc, c'est pour ça que ça fait partie des valeurs fortes de Doc2Me. On ne partage qu'une expérience positive. et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on regarde des commentaires sur Internet, on va forcément regarder le point négatif, et même s'il y a que des commentaires positifs, on aura tendance à skipper parce que c'est lui qui va nous faire peur. Mais peut-être du coup, c'est une question qu'on doit te poser régulièrement. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un moins bon médecin ou pas? Est-ce que du coup, il y a des éléments qui permettent de le savoir, hormis le fait que finalement, il n'ait pas de commentaires sur son profil et En fait, on a pas mal échangé avec des médecins et du coup, ce qui les perturbe, c'est qu'aujourd'hui, quand on met des commentaires négatifs, on va noter la salle d'accueil, on va noter la secrétaire. Le médecin peut être génial, mais au final, il va se prendre, entre guillemets, un plomb sur Google parce que le pauvre, sa secrétaire aurait été désagréable. D'accord. Donc on n'est pas très objectif sur le sujet. Et pour répondre à ta question, du coup, enfin, moi je reste persuadée que, entre guillemets, il n'y a pas de bon ou mauvais, mais il y a plutôt des personnes qui nous correspondent ou qui ne nous correspondent pas. C'est plutôt ça. Et donc il faut arriver à trouver justement son équipe de confiance avec qui nous, notre volonté, c'est vraiment proposer à chacun son équipe de confiance et trouver, enfin, pour créer une relation sur le long terme et éviter finalement les aléas où on est déçu et on se dit je reviendrai jamais chez ce dentiste et donc on va de dentiste en dentiste, mais plutôt de dire ok, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et derrière on fait un matching pour trouver le dentiste qui correspond à la personne. Tout à l'heure, juste avant, tu évoquais le fait que ton business model, Doc2Me, ça changeait un petit peu de l'idée que tu en avais initialement. Donc, je vais poser cette même question. Est-ce qu'aujourd'hui, Doc2Me, ça ressemble exactement à ce à quoi tu pensais quand tu as décidé de lancer l'idée? En partie oui, en tout cas, ce qui est clair. Parce que du coup, pour préciser, j'avais cru voir, je pense, sur une interview précédente qu'au début, vous étiez parti sur un système un peu réseau social. Oui, tout à fait. En fait, au début, c'était vraiment un réseau social dans lequel l'idée, c'était on crée sa communauté et on partage avec sa communauté ses adresses de professionnels de santé.
En fait, à l'usage, on s'est rendu compte par les retours de la communauté que ce qui manquait, il manquait une petite cerise sur le gâteau, on va dire, qui était véritablement de savoir si le médecin correspondait à ses propres attentes en termes de qualité humaine et de pratique professionnelle. Parce que de connaître son tiers de confiance, c'est hyper important, mais en fait, on se rend compte que c'est pas parce que ma bonne copine Émilie, elle m'a recommandé son dentiste, que en fait, moi, j'ai les mêmes attentes en termes d'écoute ou d'empathie ou de pratique, etc. Donc c'est là où en fait, on a décidé de profiler le patient d'un côté, profiler le médecin de l'autre. Et en tout cas pour faire matcher les deux et proposer la meilleure expérience possible, encore une fois, que sur des aspects positifs. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment ce sur quoi on s'est attaché depuis le début et pour moi, ça fait partie des valeurs clés de Doc2Me. Et puis en fait, encore une fois, hein, on a appris en marchant et du coup, on s'est rendu compte aussi que il y avait des moments clés dans lesquels on avait besoin d'être accompagné. Donc ça peut être effectivement dans le cadre d'un déménagement, dans le cadre justement d'une volonté de tomber enceinte ou donc d'une grossesse, mais également quand on est jeune parent, etc., etc. Et donc du coup derrière, grâce en fait à toute la donnée qu'on a pu collecter et qui nous permet d'enrichir la base de données, on est en capacité justement de créer ces parcours et d'accompagner l'utilisateur dans tout son parcours de soins. C'est très intéressant ça. Et combien il vous faut de retours, combien il vous faut d'évaluation? Enfin, évaluation, le terme est pas joli, mais combien il vous faut de retours pour être capable de poser comment s'appelle, un score de matching entre le praticien et le patient? À minima, on en a mis 10 mais ça, c'est que sur certains critères. En fait, ce qui est plus complexe, c'est que tout part d'une base de données de professionnels de santé et on va aller l'enrichir, mais on va aller l'enrichir par plein de biais différents. Donc, on va croiser différentes sources de données et en fait, on a plein d'algorithmes qui vont, nettoyer la donnée, la traiter et surtout dire ok, telle information elle permet d'enrichir sur à tel score, enfin bref. Et donc du coup de facto ça va créer il y a tout un process qui permet de créer ces parcours. C'est vrai qu'on n'arrive pas à imaginer tout ce qu'il y a derrière, toute la machinerie qu'il y a derrière Doc2Me. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément uniquement le retour des patients qui sert, vous allez chercher aussi de la donnée autre part pour faire votre matching. Exactement. En fait, c'est un biais qui permet d'enrichir la donnée ou en tout cas de poser, on va dire, de catégoriser la donnée qu'on a. Ok, je commence à mieux voir parce que c'est vrai que quand on voit en façade, on se dit, c'est vrai qu'en effet, c'est simple, mais derrière, il doit y avoir une machinerie qu'on peut pas imaginer. Ouais, complètement. Il y a des personnes qui travaillent à temps plein et pour le coup, c'est plus de 20 millions de données qu'on met à jour tous les Ah oui, mois de manière automatisée. Donc non, c'est assez lourd, mais c'est hyper intéressant. Une fois qu'on a le nez dedans, on s'arrête jamais. carrément. Est-ce que d'ailleurs, peut-être, c'est très à la mode cette question, donc forcément je dois la poser, comment vous vous assurez de la sécurité des données? Comment en termes de, alors déjà on est hébergé chez un hébergeur données de santé, si c'est ça. Oui, c'était ça la question, oui, c'était de savoir, parce que je sais que c'est à la mode avec le reportage envoyé spécial, donc dès que les patients ils entendent le mot données, généralement ça fait un petit peu peur, donc c'est toujours intéressant de savoir comment les entreprises elles gèrent ça derrière. Et Ouais, tout à fait. Alors après, nous, on ne traite pas les données de on traite les données autour, entre guillemets, des professionnels de santé, mais on ne traite pas les données des utilisateurs en tant que tels de manière D'accord. précise. Toutes les données sont derrière anonymisées et après, elles sont traitées. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc là, je vais rentrer dans une troisième petite séquence pour te poser des questions sur l'écosystème e-santé, sachant que tu commences, je pense, à avoir un très bon recul par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la maturité de l'écosystème e-santé, de l'écosystème LSTech peut-être un peu plus largement? En tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que je trouve qu'il s'est énormément dynamisé. Il est toujours quand même en train de se construire mais surtout il est pour le coup hyper innovant parce que tu vois des startups qui fleurissent un petit peu tout le temps sur des sujets hyper intéressants, hyper pointus, donc hyper enrichissant. Et ce qui est aussi hyper intéressant dans ce domaine-là, c'est que
le gouvernement s'est réellement impliqué. Macron en a fait son cheval de bataille sur son quinquennat, donc il se passe énormément de choses. Il y a quand même énormément de budgets qui ont été alloués. Et puis avec en plus la pandémie qu'on vient de vivre, il y a une accélération très forte sur le sujet. D'accord, mais justement au niveau de la lisibilité, est-ce que tu penses qu'il y a trop d'acteurs? Comment on fait justement pour faire le tri? Il faudrait presque un Doc2Me des applications santé pour trier un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup, justement. Il y en a beaucoup, mais justement, la volonté du gouvernement va dans ce sens-là, puisqu'ils ont mis en place leur plateforme numérique de santé. Ça va référencer les applications. Il va y avoir le DMP qui va être intégré dedans. Donc, tu vois, tout ça va dans ce sens-là. Après, on sait qu'il y a plus de 200 acteurs de téléconsultation. Malheureusement, on en connaît combien? On n'en connaît pas beaucoup. Dans les 2-3, je sais que j'ai eu mes docteurs dans l'épisode 10. Il y a Doctolib, évidemment, etc. Donc au final, il faut qu'il y ait un écosystème assez riche parce que c'est important. Et puis, il ne faut pas de monopole. Donc, pour le coup, moi, ça ne me gêne pas. Après, il y a une réponse pour tout, si tu veux. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des échanges avec d'autres acteurs de l'écosystème e-santé ? Oui, complètement. Pour le coup, oui, justement, on échange régulièrement, même sur des problématiques personnelles. Moi, je sais que j'ai sollicité autant des petits que des gros, et tout le monde répond présent. Il y a une vraie solidarité dans l'écosystème. Donc c'est pour le coup très agréable. Et puis, ce sont des échanges qui sont assez réguliers, en fait. Donc, c'est des personnes que parce que je t'ai pas posé la question de savoir où étaient vos bureaux, si vous étiez dans un cowork, dans un incubateur, dans un accélérateur, ou si vous aviez vos propres bureaux. Alors, à la base, on était effectivement dans un coworking, parce que du coup, moi, j'ai été incubée chez Willa. Donc, du coup, j'avais gardé mes bureaux là-bas. C'était hyper bien placé à Sentier. Donc, c'est vraiment central. Tout le monde est autour. Pour ça, c'est assez pratique. Et là, on est dans des bureaux, mais dans le 17e cette fois-ci. Une autre question encore, c'est de savoir, est-ce que ça a été un défi pour toi de te lancer dans le secteur de la santé sans avoir un background santé? Est-ce que c'est un défi auquel tu as dû faire face? Tu as dû affronter peut-être des regards, des jugements? Je sais pas. C'est peut-être biaisé ma question, mais c'est de savoir, est-ce que c'est une force ou peut-être une pseudo-faiblesse? Oui, pour le coup, c'est vrai qu'au début, à chaque fois, dans mes clients, je rencontrais toujours des directeurs médicaux. Et du coup, à chaque fois, c'était ouais, ok, c'est le patient qui se joue entrepreneur et qui du coup veut répondre à un besoin alors qu'il n'est pas médecin. Donc, le cliché, c'est vrai que j'ai déjà entendu cette phrase-là. Donc voilà. Du coup, je me suis entourée d'une équipe, justement d'un médecin pour m'accompagner dans tous ces rendez-vous, parce qu'effectivement, ils aiment parler avec des personnes qui sont du même sérail, etc. Il y a des codes à respecter. En revanche, ça n'a pas été un frein plus que ça non plus quand même. C'est plus effectivement sur des aspects deals commerciaux où là, il faut avoir un médecin dans l'équipe. D'accord, ça donne un peu la notoriété, l'appui scientifique. Ok, bah super. Et une dernière partie pour finir avec 3-4 questions. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien poser la question de savoir quelle est ta plus grande fierté, ta plus grande réussite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'inverse. Donc quelle est ta plus grosse déconvenue, peut-être ton plus gros échec, si on peut dire le mot échec, avec Doc2Me? Je t'en ai un peu parlé tout à l'heure. Moi, mon plus gros déconvenu, c'était notamment de ne pas réussir à onboarder une équipe pour les amener en fait à être entre guillemets cofondateurs. Donc ça a été un peu sur la partie RH et du coup, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait planter à un moment où c'était compliqué et au contraire, c'était le moment où il fallait accélérer. Et donc, il a fallu rebondir. Mais du coup, j'ai envie de dire que ce déconvenu m'a permis, du coup, de trouver Benjamin et de maintenant pour avoir pu stabiliser les choses et avoir pu, du coup, on va dire, passer à un autre niveau. D'accord. Et si tu pouvais revenir un petit peu dans le passé, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, comment tu ferais différemment? Des questions très spirituelles, très profondes, mais elles sont toujours
très très intéressante pour. Qu'est-ce que je ferais différemment? Très bonne question. J'écouterais beaucoup plus mon instinct. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. C'est une règle et Oh, franchement, je pouvais pas rêver de mieux. C'est la phrase que je sors tout le temps. Je fatigue tout le monde avec cette phrase-là, mais je la sors tout le temps. Donc, bon, ben voilà, c'est une règle, on le sait, mais parfois on se dit: «Non, mais on va passer outre ce petit doute» et puis au final, quand il y a un doute, il y a pas de doute et il faut vraiment l'appliquer. Donc c'est très très dur quand même. C'est un exercice très compliqué de faire taire cette petite voix qui nous dit pourtant la vérité. Tout à fait. Un sacré challenge. Ok, parfait. Quel est le futur de Doc2Me? Du coup, le futur de Doc2Me aujourd'hui, on s'est vraiment orienté sur la data, la personnalisation. Donc là, on travaille avec des data scientists sur vraiment customiser les données et répondre à chaque problématique parce que chaque problématique est différente. Donc là, c'est vraiment notre challenge de demain pour accompagner les patients dans leur parcours santé et les orienter de manière totalement personnalisée. D'accord. Ok. Et une question, c'est la question que je pose un peu tout le temps, c'est ma question totem. Est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré? Ça me sert à faire le parallèle entre ceux qui défrichent des territoires inexplorés et les entrepreneurs dans le domaine de la santé qui vont construire aussi sur des bases inexistantes. Alors, moi, si je devais en choisir un, je prendrais Sir Edmund Hillary. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le premier alpiniste à avoir gravi l'Everest. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, malgré ses exploits dont il aurait pu se vanter et en être hyper fier, sa volonté, c'était vraiment d'avoir un impact social. Et donc, il a œuvré pendant des années pour créer des hôpitaux, etc. Et c'était sa plus grande fierté. Et donc, du coup, je trouve que le personnage est hyper intéressant parce que il faut avoir en tout cas de la détermination, du courage et une préparation mentale extrêmement forte pour pouvoir gravir l'Everest et une humilité en parallèle extrême pour justement ne pas se vanter de cet exploit, mais plutôt travailler entre guillemets dans l'ombre pour avoir un impact social fort. Tu me fais rajouter une petite touche à cette question. Tu viens de parler de préparation mentale. Qu'est-ce qui t'aide à tenir tous les jours? Est-ce que tu t'astreins à une hygiène de vie particulière, quelque chose de particulier pour réussir à tenir et puis pas exploser? Parce que quand on a autant de travail, ça doit être compliqué. Du coup, moi, mon équilibre, en fait, c'est tout simplement, je fais beaucoup de sport. Donc, du coup, je sais que ça m'aide à me vider la tête et du coup à évacuer le stress dès que j'ai des questions qui en tout cas me travaillent au quotidien. Et puis après, j'ai un équilibre personnel. Je trouve une ressource assez forte avec mes enfants, mon mari, etc. Et puis, évidemment, je ne le cacherai pas, moi, j'aime les bons vins, les bons dîners avec des copains. Donc, on va dire qu'un bon médoc et ça repart. On gardera le jeu de mots pour la fin. Et peut-être la dernière question, est-ce que tu as un conseil, une action concrète pour quelqu'un qui voudrait entreprendre dans la health tech et peut-être plus particulièrement dans la e-santé? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où on a envie, il faut surtout pas écouter tous ceux qui diront non, mais t'es sûr que tu vas te lancer. Je pense que il faut en tout cas, avant de se lancer, ne pas hésiter à contacter toutes les personnes du secteur qui se sont lancées parce qu'elles seront plein de bons conseils, elles partageront leur expérience, elles pourront permettre d'éviter certains écueils, de couper des virages. Et puis, en même temps, c'est un bon moyen pour challenger son idée. Je pense que ce qu'il faut, ce qui est certain, c'est d'en parler à un maximum de personnes, parce qu'il y a des éléments on n'aura pas forcément vus. Et en discutant avec d'autres personnes, justement, on va se dire « Ah tiens, effectivement, ça c'est une bonne idée, j'avais pas imaginé ça, ouais, je pourrais peut-être l'intégrer. » Et du coup, ça remet le projet en perspective, ça permet peut-être de l'attaquer à travers un autre angle. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut écouter sa petite voix. Il ne faut pas hésiter à contacter des personnes qui ont déjà un pied dedans et qui ont déjà lancé leur entreprise. Et puis, il faut challenger son idée auprès d'un maximum de personnes. Ok, bah donc attends-toi, après la sortie de cet épisode, de recevoir plein d'appels pour un coaching personnalisé.
Bien, merci beaucoup Amélie pour avoir accepté mon invitation et puis pour m'avoir donné toutes ces réponses-là. Et puis on va suivre avec attention le futur de Doc2Me. En tout cas, Mériadec, merci beaucoup et avec plaisir pour répondre à tous les appels. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.